Et on va parler de politique et de l'actualité de ce week-end, mais aussi des prochaines semaines et des prochains mois avec notre invité, le député de la France Insoumise pour la première circonscription du Nord, Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais, actualité sociale, politique, chargée évidemment depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours en France. D'abord, une première question. La mobilisation des Gilets jaunes, vous la suivez de près. Où étiez-vous ce samedi ? Eh bien, j'étais, comme les 2 samedis précédents, aux côtés des Gilets jaunes dans les mobilisations lilloises, plutôt en queue de manifestation, c'est-à-dire justement avec le souci de ne pas me singulariser ou me distinguer de la grande masse des gens qui se trouvaient là, et donc nécessairement en Gilets jaunes, sans écharpe tricolore, sans distinction partisane, pour les entendre. Et vous savez qu'ils ont beaucoup de choses à dire, ces Françaises, ces Français qui choisissent pour la première fois de leur vie, souvent d'ailleurs, de manifester. J'observe ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis il y a toute une symbolique pour moi au fait de mettre un gilet jaune, c'est-à-dire à vouloir se rendre visible. Pour moi, les gilets jaunes, c'est d'abord et avant tout cette France, pour beaucoup qui travaillent, qui est invisible, pour qui la fin de mois commence le 10, et qu'en a ras-le-bol, et c'est un processus qui est en maturation depuis d'ailleurs bien avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, mais disons que sa politique et son style exacerbent, et donc cette France invisible a décidé de monter sur la table des puissants, et moi je vous le dis, elle ne redescendra pas, tant que le gouvernement n'entendra pas raison, et c'est bien ce qui s'exprime avec la mobilisation des Gilets jaunes. Toutefois, ne pas se mettre en avant, vous venez de le dire, c'est aussi parce que vous sentez quelque part que le mouvement des Gilets jaunes ou que les Français ne veulent pas vraiment de récupération politique. C'est clair qu'il faut être absolument vigilant. C'est un mouvement qui est auto-organisé, donc il échappe à toutes les organisations traditionnelles qui ont l'habitude d'organiser des mobilisations. C'est le cas des organisations syndicales ou des partis politiques, même si j'observe avec intérêt que ce week-end, notamment à Lille, il s'est passé quelque chose d'assez novateur, en tout cas, dans le moment politique, c'est qu'on a vu les syndicats venir marcher en appui des Gilets jaunes, derrière eux, en respectant leur mot d'ordre et la hiérarchie des mobilisations. Mais on a vu cette jonction se faire. C'est un signal extrêmement puissant. Et puis par ailleurs, il faut voir aussi la liste des revendications des Gilets jaunes, parce que la taxe sur les carburants, ça a été effectivement le point d'entrée de la mobilisation. Mais vous avez vu que depuis 15 jours, toutes ces personnes se retrouvant dans des blocages, sur des mobilisations, discutent. Et vous avez des gens qui font leur politisation de manière accélérée et qui, discutant politique, eh bien, établissent ce qu'on a appelé des cahiers de doléances, qui doit quand même nous rappeler une certaine époque de l'histoire de notre pays, et qui montrent clairement que c'est bien la profondeur de la politique qui est en cause. On y parle d'écart des salaires, on y parle de retraite à 60 ans, on y parle non pas, comme je l'entends, d'un ras-le-bol fiscal, mais d'abord avant tout de l'injustice fiscale, c'est-à-dire du fait que les classes moyennes prennent tout l'effort sur leur dos et qu'il n'y a plus cette progressivité de l'impôt qui pourrait permettre que chacun paye à proportion de ses revenus. Et puis, pour terminer, ce qui m'a intéressé aussi ce samedi, c'est que comme le gouvernement a commencé par se laisser tenter à faire croire que la mobilisation des Gilets jaunes était anti-écologique parce que le mot d'ordre était sur la taxe carbone, eh bien, fallait voir ce week-end dans les mobilisations des Gilets jaunes sur lesquels derrière c'était écrit « Oui à l'écologie, non à l'hypocrisie ». Les gens ont bien compris qu'Emmanuel Macron ne fait pas une politique écologiste. On a besoin d'une écologie populaire, pas d'une politique antisociale comme la mène M. Macron. Je vous ai entendu effectivement dire, ou même sur votre fil Twitter, parler de cette écologie populaire. Ça veut dire quoi? Comment on met en place une écologie populaire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut commencer par dire une chose, et Nicolas Hulot, lorsqu'il a démissionné du gouvernement, valide cette thèse, qui n'appartient à aucun mouvement. Moi, je souhaiterais que tout le monde soit écologiste. Je ne privatise pas l'écologie pour la France Insoumise ou quelque autre formation politique, qui consiste à dire que si la toile de fond reste l'austérité budgétaire imposée par Bruxelles, la compétition généralisée, la concurrence libre et non faussée, et juste verdir un peu un programme libéral, ça ne peut pas fonctionner. Mais tout le monde doit s'y mettre à l'écologie, Mais tout le monde doit payer un peu. Évidemment, sauf que moi je ne crois pas, compte tenu y compris de l'urgence temporelle, parce que c'est aussi une urgence temporelle, la bifurcation climatique. Vous regardez le rapport du GIEC, on nous explique que l'on n'a pas tout le temps devant nous pour procéder à quoi? Non pas à quelques petites mesurettes sur un coin de table, à un grand changement de trajectoire, y compris économique, il faut l'entendre. Donc on a besoin d'une écologie qui soit globale. En quoi est-ce que Emmanuel Macron procède à une politique écologiste quand d'une main, il décide d'augmenter la taxe sur les carburants, mais de l'autre, signe dans l'opacité la plus complète le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui participe du grand déménagement du monde. En quoi est-ce cohérent de taxer les carburants, mais d'ouvrir à la concurrence la SNCF, tant et si bien que sans doute des petites lignes qui offrent une véritable alternative à nos concitoyens, qui jusqu'à présent n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture individuelle, eh bien, vont disparaître. Donc ce n'est pas une politique écologiste. Vous savez, l'écologie, il ne s'agit pas juste de se faire sacré champion de la Terre derrière un fond de scène vert et de parler d'écologie pour qu'on s'en occupe véritablement. Or, la question climatique nous met toutes et tous au pied du mur parce qu'il est question de la pérennité de la vie humaine sur Terre. C'est un défi tragique, mais ce peut être aussi un défi enthousiasmant. Ce que nous proposons, par exemple, avec la France Insoumise, c'est de faire en sorte que toute l'activité, y compris industrielle du pays, reparte avec un seul objectif. Non pas la concurrence libre et non faussée, mais
solder la dette climatique, que tout le pays se mette en mouvement, et on peut le faire. C'est un défi technique absolument enthousiasmant. Dans la région, par exemple, Xavier Bertrand prend certaines mesures sociales, notamment l'aide 30%, un tiers du financement des boîtiers pour passer au bioéthanol. Ça, c'est une solution peut-être pour vous ? En attendant qu'on ait affaire à une véritable politique écologique globale, la planification écologique que l'on appelle par exemple pour nous de nos voeux, qui consiste à tout changer, y compris le modèle agricole, et qui est, je le dis, y compris créateur d'emplois, bien évidemment que toutes mesures qui peuvent ici et là soulager le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui commencent la fin du mois le 10 est bienvenue. J'ai d'ailleurs vu qu'Emmanuel Macron n'entendait pas généraliser ce type de procédé, il a dit qu'il n'y comprenait rien, c'est regrettable, mais je le dis quand même, ce sont des rustines ça. Ce qu'il nous faut, c'est une politique en profondeur, et je vous le dis. Alors quelle solution ? Parce que vous dites, voilà, ces personnes effectivement qui sont dans la rue nous disent, voilà, on a du mal à remplir le frigo, à finir les fins de mois. Vous pensez que l'État, vraiment aujourd'hui, a un réel pouvoir sur les prix dans les supermarchés ? Mais évidemment l'État a un vrai pouvoir. D'abord, si on me parle concrètement... C'est quand même la liberté aussi des entreprises de fixer les prix. Bien sûr, mais pour parler très concrètement, là, la sortie de crise, quelle peut-elle être ? D'abord, Emmanuel Macron essaye depuis 2 semaines de jouer la stratégie dite du pourrissement. C'est-à-dire il pense que comme on approche des fêtes de fin d'année, eh bien, en laissant filer le mouvement, en faisant des discours complètement hors sol et technocratiques comme il nous y a donné il y a quelques jours, ça va se calmer. Non, ça ne se calmera pas. Donc il peut faire une chose. Comme on est en pleine séquence budgétaire à l'Assemblée, sans que ça lui coûte un rond de plus, Emmanuel Macron peut décider de surseoir à quelques revendications des Gilets jaunes. La première d'entre elles, c'est M. Macron suspendait cette hausse des taxes sur les carburants qui est injuste et qui symbolique surtout pas, pour le bien mouvement. sûr. Et par ailleurs, comme c'est la même somme, vous pouvez notamment financer cela en rétablissant l'impôt sur la fortune, ce qui fait que vous êtes identifié comme le président des riches. Oui, mais c'est très fort dans les revendications des Gilets jaunes. Ils ont compris qu'en remplissant leur réservoir de carburant quand ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, ils ne financent aucunement une politique écologique, ils financent des choix budgétaires qui ont consisté pour l'essentiel d'entre eux à redonner toujours plus à ceux qui ont déjà beaucoup, sans que cela par ailleurs, moi ça m'intéresse, sans que cela ne serve l'économie du pays. C'est ça le problème, c'est que quand on s'adresse à une population qui détient du capital aujourd'hui, elle n'est pas soucieuse de l'intérêt général et du long terme pour sa grande majorité, elle se gave tout simplement et c'est un problème. Moi j'ai besoin, y compris, d'interlocuteurs parmi ceux qui ont le plus, qui soient soucieux de l'intérêt général et d'une trajectoire à long terme. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Dernière question par rapport à la mobilisation des Gilets jaunes. Les violences vues à Paris sur les Champs-Élysées, vous les condamnez ou vous pensez qu'elles sont nécessaires finalement ? Non, évidemment que je les condamne. On ne peut pas accepter ce type de violence, mais j'insiste bien sur un point. Ça fait 72 heures que ces images de violence passent en boucle. Je comprends qu'elles soient impressionnantes. On voit des flammes, on voit des voitures brûlées, on voit des mouvements de foule. Ça impressionne. Mais je veux dire une chose, et vous le savez, ça n'est absolument pas représentatif du mouvement des Gilets jaunes. Et moi, j'observe que dans toutes les mobilisations pacifiques auxquelles j'ai pu participer, les gens, y compris, venaient me voir en me demandant des nouvelles de la situation parisienne parce qu'ils étaient extrêmement inquiets de pouvoir être associés à des mouvements de violence. Donc, si Emmanuel Macron entend utiliser ces images choquantes pour faire diversion, il se trompe. Et qui plus est, il remet des pièces dans la machine parce que vous avez des tas de gens qui ont fait cet effort d'aller se mobiliser. C'est un effort quand on ne l'a jamais fait, quand on n'a jamais manifesté de sa vie, que de dire « Allez, cette fois-ci, je sors de chez moi et j'y vais », et de rentrer chez soi le soir, d'allumer la télé et de voir ces images où on ne se sent pas du tout représenté par ce que l'on a fait dans la journée. Donc moi je le dis, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Et moi j'appelle à ce que cette mobilisation se poursuive et s'amplifie, mais elle sera d'autant plus efficace qu'elle sera exprimée pacifiquement et dans le calme. Alors vous étiez à Lille donc ce samedi pour manifester où tout s'est bien passé globalement. Lille, on y vient quand même, l'actualité locale ici. Avant les municipales en 2020, il se peut qu'il y ait un grand rassemblement à droite. Que va-t-il se passer à gauche ? Vous serez bien seul, la France insoumise face aux autres ? Mais vous savez, aujourd'hui, la séquence politique nous dicte une chose, et y compris pour la reconnecter à la première partie de notre discussion, les gens se fichent éperdument des étiquettes politiques. C'est ça le moment. Le moment est d'abord caractérisé par une grève civique impressionnante à laquelle moi je ne me résous pas. L'essentiel de l'électorat est dans l'abstention. Voilà ce qu'il faut dire. Des gens qui ne votent plus, qui sont coupés du vote parce qu'ils ont des raisons de ne plus y croire. Et je sais que certaines formations politiques, y compris à gauche, ont théorisé que dans ces quartiers, il ne faut plus y aller parce que les gens ne votent plus et qu'ils sont soucieux de leur clientèle électorale. À la France insoumise, c'est précisément là où les gens ne votent plus que nous allons le plus. Parce que nous ne faisons pas à l'idée
que cette grève des urnes se poursuive, cette grève civique, et pour nous, elle a une signification politique. Donc nous y sommes. Nous avons passé dans les quartiers tout l'été, là où les gens ne partent pas en vacances, pour discuter avec eux, même hors temps électoral, parce que nous ne faisons pas de la politique que pour les élections. Donc cette idée de faire en sorte que le bulletin de vote redevienne une véritable arme démocratique, c'est ce que nous souhaitons faire et c'est ce que nous allons poursuivre. Mais il y a quand même plusieurs villes, plusieurs bastions, on va dire, dans la région que vous visez avec la France Insoumise, ne serait-ce que Lille, mais ailleurs. Évidemment, mais regardez, dans la métropole lilloise, il y a beaucoup d'endroits où la France Insoumise a réalisé des scores absolument considérables. Notez que sur un groupe parlementaire qui est composé de 17 personnes, seulement 2/17e de ce groupe parlementaire est lillois, s'il vous plaît. Il faut quand même le signifier. Et à Lille, on sait que lors de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait fait un très beau score. Il était largement en tête avec 30%. C'est-à-dire que si Lille était la France, Jean-Luc Mélenchon aurait été au second tour de l'élection présidentielle. Mais vous savez, nous, on ne fait pas de la politique pour nous-mêmes. Je sais que pour certains, tout ça tient simplement à l'orgueil, à des bastions, à des baronnies locales qui sont maintenant constituées et qui d'ailleurs n'entendent plus parler de politique avec les nouveaux interlocuteurs qui arrivent sur la scène politique dont nous faisons partie. Mais évidemment que nous allons être à la hauteur de nos responsabilités et que je pense, les Lillois, mais pas que, nous attendent pour la suite et comptent sur nous, nous font confiance et nous, ça nous responsabilise. Et vous serez donc dès ce soir à 19h au gymnase à Lille pour un meeting de la France Insoumise à propos des élections européennes. Ça, c'est vraiment le prochain scrutin pour aller directement à la rencontre. Oui, pour une raison bien simple, c'est que beaucoup maintenant de nos concitoyens voient bien que le verrou de toute cette politique, y compris en matière d'écologie, se situe au niveau européen. Nous avons donc beaucoup à porter en la matière et donc ce soir à 19h au gymnase à Lille, nous faisons un meeting. Il y aura parmi les intervenants notamment notre eurodéputé Younous Omarjee qui se bat remarquablement au Parlement européen. Donc voilà, j'invite les Lilloises et les Lillois qui voudraient entendre un peu ce que nous avons à dire et poser aussi leurs questions sur l'échéance européenne à nous rejoindre ce soir à 19h au gymnase à Lille. Eh bien, c'est noté, rendez-vous est pris. Merci. Merci à vous. Quatennens, je le rappelle, député donc du Nord de la 2e circonscription pour la France Insoumise. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres infos à suivre très rapidement sur Grand Lille TV.